Je vous propose de poursuivre notre découverte de l'Asie centrale en tentant de répondre à ceci. En quoi les questions d'environnement peuvent-elles peser sur la stabilité des États et sur la sécurité des habitants? Voici ce qu'on appelle l'Asie centrale. C'est l'ancien flanc sud de l'URSS, partagé aujourd'hui en 5 États indépendants, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Turkménistan, le Kirghizistan et le Tadjikistan. Ces pays restent très marqués par l'héritage soviétique au niveau des régimes politiques, des mentalités, des structures économiques, mais aussi sur l'état de l'environnement, dont la dégradation est telle dans la région que cela pèse sur la sécurité des populations. On trouve en effet en Asie centrale d'anciens sites de tests nucléaires, notamment à Semipalatinsk dans le nord-est du Kazakhstan, des sites de stockage des déchets radioactifs, en particulier dans la région du Fergana et au Kirghizistan. Le site de stockage de Tabochar est soumis à l'érosion par le vent et au ruissellement des pluies qui transportent sur de longues distances les particules radioactives. À Maïlou-Sou, un glissement de terrain pourrait précipiter des déchets dans la rivière, d'où le risque de contamination directe pour plusieurs millions de personnes vivant dans la vallée. Plus au nord, on connaît mieux le cas de la mer d'Aral, dont l'assèchement est dû à l'irrigation intensive. Et puis je pourrais aussi vous parler des déchets dus à l'extraction de l'or, du mercure ou de l'antimoine, ou encore des rejets industriels et agricoles qui polluent les fleuves ou l'atmosphère des villes de la région nord du Kazakhstan ou d'Almaty. Alors prenons 2 exemples, la mer d'Aral et le barrage de Toktogul, où s'additionnent des tensions sur l'eau, des tensions sur les terres agricoles et des tensions interétatiques. La mer d'Aral se situe à la frontière du Kazakhstan et de l'Ouzbékistan. Elle formait le 4e plus grand lac salé du monde. Sa superficie était de 66 000 km² en 1960, soit à peu près 2 fois la Belgique. Et en 40 ans, le niveau de la mer d'Aral a baissé de 13 mètres et sa superficie a diminué de plus de moitié. Elle se retrouve maintenant divisée en 2, entre la petite mer d'Aral et au sud la grande mer d'Aral. Et pour les populations riveraines, cet assèchement a de multiples conséquences. La concentration en sel a triplé et les dépôts conduisent à la stérilisation des terres et rendent inutilisables les pâturages dans un rayon de 500 km. Les ressources liées à la pêche ont chuté. La principale ville de cette région, Aralsk, qui fut un port important, se retrouve maintenant à plus de 100 km de ce qui reste de la mer. La détérioration de la qualité de l'eau potable a entraîné un exode massif des riverains et le développement de maladies comme la typhoïde, le cancer ou l'hépatite A. Et enfin, l'assèchement de la mer a un impact sur les conditions climatiques. Au fur et à mesure que la mer disparaît, les étés sont plus secs et les hivers sont plus froids. En 2003, pour tenter de sauver la petite mer, le Kazakhstan, aidé par la Banque mondiale, a entamé la construction du barrage de Kokharal à l'embouchure de la Syrdarya pour faire remonter le niveau de l'eau et éliminer l'excès de sel. Alors depuis le début des travaux de la petite mer, elle a pu regagner 30% de sa superficie et presque 8 mètres de haut. Ce projet prévoit aussi la réparation d'un second barrage, le creusement d'un canal de jonction entre les 2 mers et l'exploitation de l'énergie hydroélectrique. Une vanne située au-dessus du barrage permet de reverser le trop-plein d'eau dans la grande Aral. Alors cette phase de travaux prend fin en septembre 2006. Comment explique-t-on un tel désastre écologique? Eh bien, changeons d'échelle pour essayer de comprendre. L'origine de l'assèchement de la mer d'Aral, c'est la construction de canaux d'irrigation à l'époque soviétique qui venaient détourner l'eau de la Moudaria et de la Syrdarya qui alimentent la mer d'Aral. Cette irrigation a permis de développer la culture du coton et de céréales dans plusieurs pays d'Asie centrale et l'URSS pouvait ainsi réaliser 14% de la production mondiale de coton dans les années 80. Or, cette région a un climat aride, l'eau s'y évapore vite, laissant dans la terre les sels minéraux qu'elle contient. Et si la terre irriguée n'est pas drainée, les sels minéraux s'accumulent dans les sols, provoquant leur assèchement. C'est ce qu'on appelle la salinisation des sols. Maintenant, au Turkménistan, au Kazakhstan, en Ouzbékistan,
Au Kirghizstan, près de 40% des terres irriguées sont salées. Des milliers d'hectares ne sont donc plus cultivés, abandonnés au vent, qui est très violent dans la région. Et dans le nord de l'Ouzbékistan, plusieurs routes, voies ferrées et villes sont maintenant envahies par les sables. À ce problème de la salinisation des sols s'ajoute celui de la gestion de l'eau. Cela concerne 4 pays d'Asie centrale. En amont, le Kirghizstan et le Tadjikistan sont des pays de montagne, bien arrosés, où les fleuves, Sirdaria et Amoudaria, prennent leurs sources. Et en aval, on trouve l'Ouzbékistan et le Turkménistan, beaucoup moins arrosés, et qui pratiquent l'agriculture irriguée du coton. Le coton est le premier produit d'exportation de l'Ouzbékistan, dont il est le 2e exportateur mondial. Alors, conséquence, l'Ouzbékistan prélève 52% des ressources en eau du bassin de la Moudaria et de la Sirdaria, le Turkménistan prélève 20%, le Kazakhstan 10%, alors que le Kirghizstan, l'Afghanistan et le Tadjikistan se partagent les 18% restants. Donc les prélèvements en eau sont plus importants en aval, provoquant des tensions entre les pays qui détiennent l'eau et ceux qui la consomment. Deuxième exemple concret maintenant, le barrage de Toktogul, situé au Kirghizstan. À l'époque soviétique, le réservoir relâchait 75% de son eau en été et le reste en hiver. L'électricité produite par le Kirghizstan fournissait l'Ouzbékistan et le Kazakhstan, et en échange, le Kirghizstan recevait des hydrocarbures. Or, avec la fin de la gestion commune de l'URSS, ce système est remis en cause, notamment avec l'augmentation des prix des hydrocarbures. Et comme le fioul est devenu plus cher, les habitants du Kirghizstan préfèrent maintenant se chauffer à l'électricité. Alors pour couvrir cette demande en électricité, et aussi sans doute pour répondre à l'augmentation des prix des hydrocarbures, le Kirghizstan a commencé dans les années 90 à relâcher moins d'eau en été et plus en hiver. Ce qui a engendré des tensions à plusieurs reprises avec l'Ouzbékistan situé en aval. Les fermiers ouzbeks n'ont pas eu assez d'eau pour l'irrigation en été, mais ils en ont eu trop en hiver. Les canaux gelés ont débordé, entraînant l'inondation de terres agricoles ou l'inondation de villes comme Kyzylorda au Kazakhstan. Alors ces tensions dues à la gestion de l'eau sont souvent envenimées par les mauvaises relations entre États. Le Turkménistan, lui aussi, est producteur de coton. Il voudrait faire passer la surface de ses terres irriguées de 1,8 million d'hectares à 2,2 millions d'hectares. Alors pour cela, il a commencé, en l'an 2000, l'aménagement en plein désert d'un lac artificiel, le lac du siècle d'or, tirant l'eau du canal de Karakoum qui provient de la Moudaria. Or, à terme, ce prélèvement pourrait assécher le canal, qui fonctionne déjà assez mal, et faire courir des risques de pénurie aux habitants d'Ashrabad et aux populations qui vivent en bordure du canal. Cela peut aussi provoquer des frictions avec l'Ouzbékistan voisin en asséchant le lac de Sarikamish en aval et en réduisant le débit de la Moudaria dont dépend le pays. Mais le problème, c'est que les experts qui ont osé évoquer ces risques auprès du président Niazov, qui a initié le projet, eh bien ces experts ont fini en prison. Alors avec la fin de l'URSS, la gestion centralisée et commune de l'eau est devenue très difficile en Asie centrale, à cause d'un manque de coopération, de confiance entre les acteurs qui ont vite acquis des réflexes nationalistes et qui vivent dans des régimes autoritaires. Les accords de gestion commune des ressources, quand ils sont signés, ne sont pas respectés. C'est ce qu'on appelle la mauvaise gouvernance. Alors aujourd'hui, je ne vous ai même pas parlé des pollutions radioactives, de la pollution de l'air, ni des risques sismiques. Dans un prochain numéro, nous allons détailler le cas de la vallée du Fergana, car elle est une importante région agricole, c'est la région la plus peuplée d'Asie centrale et elle est à l'intersection de plusieurs États.